tout ce qui ne passe pas par les mots apparaît mystérieux à ceux qui emploient les mots pour en parler. Mais c'est quelque chose de très fort et de très profond. Quand on sent la nécessité de quelque chose en peignant, oui, c'est une nécessité. On n'échappe pas à ça. Et il y a une chose qui m'a toujours surpris, c'est devant les peintures préhistoriques, que ce soit celles d'Altamira, de Lascaux ou de Pechmerle, on est en présence d'une maîtrise, d'une domination des moyens employés, enfin des matériaux employés, phénoménale. Alors on en vient à se demander comment ces peintures étaient faites. Durant plus de 20 000 ans, de 30 000 à 10 000 avant notre ère, les hommes ont peint sur les murs des grottes du sud-ouest de la France des figures et des signes dont le sens nous échappe. Le peintre Pierre Soulages et le préhistorien Michel Lord-Blanchet ont pris l'habitude de les visiter ensemble. Oui, comment devrait-on appeler ça? Des dessins ou des peintures? Parce que où commence le dessin, où commence la peinture? Ouais. En réalité, enfin, le pastel, est-ce que c'est du dessin ou de la peinture? Et ça, c'est plutôt du domaine du pastel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a du noir souvent. Alors là, il y a deux types de noir. Hein. Il y a de l'oxyde de manganèse, et ici c'est le cas. Et les autres? Et l'autre, c'est un charbon d'os. Ah, alors c'est ce qu'on appelle du noir d'ivoire. Voilà. Ah bon. On emploie toujours du charbon d'os en peinture. C'est ce qu'on appelle le noir d'ivoire. C'est ça. Parce qu'on trouve ça plus noble que d'appeler ça du noir d'os. Oui. Enfin. Comment ces grottes ont-elles été peintes? Et quelle signification ces peintures ont-elles pu avoir pour ceux qui les ont produites? Michel Lord-Blanchet parcourt le monde pour tenter de répondre à ces questions. Et pour comprendre, il essaie d'en réinventer les gestes et les techniques. En Australie, j'ai vu des aborigènes peindre sur la paroi, sur la roche, avec la technique du soufflet, la technique du krashi, ce que je ne savais pas au préalable. Et je dois dire qu'en revenant d'Australie, j'ai revu les peintures pariétales paléolithiques que j'étudiais depuis fort longtemps, et j'ai fait des découvertes. Je me suis dit, tiens, mais alors cette technique du soufflet, du krashi, j'ai découvert qu'elle avait été employée très communément dans l'art pariétal du Quercy, paléolithique, et j'ai franchi le pas supplémentaire, c'est que je me suis mis alors à pratiquer la peinture pariétale dans des cavités en grandeur réelle, en grandeur naturelle. On en connaît environ 500 ou 600 d'images de main dans l'ensemble de l'Europe paléolithique. Et cette technique du pochoir, parce que c'est un pochoir en somme, est caractéristique du début même de l'art paléolithique. Parmi les images les plus anciennes de l'art paléolithique, on a des mains. La première étape d'un dessin pariétal, c'est une mise en place du motif par un trait, une esquisse extrêmement rudimentaire, qui est nécessaire surtout lorsque l'on peint au soufflet,
c'est-à-dire au crachis, parce qu'on est très près, à ce moment-là, on est très près de la paroi. Souvent, on utilise même les deux mains, on cache donc une partie de la paroi et on perd la vue d'ensemble du motif. On a donc besoin d'un guide pour orienter les jets de couleurs, et c'est pourquoi cette esquisse est nécessaire. On a retrouvé d'ailleurs, au cours des relevés, des analyses de figures, on a retrouvé des parties d'esquisses comme ça, qui sont sous-jacentes à la peinture. Quelquefois, ces esquisses sont réalisées avec un charbon, comme je le fais, ça a été identifié. Et d'autres fois, ces esquisses sont de simples rainures très légères, qui sont faites à la pointe, avec la pointe d'un os ou la pointe d'un petit rameau de bois. Puis on avale du pigment, hein. Ça à tous les coups, hein. On avale, moi j'ai avalé du charbon en quantité là. Mais c'est pour ça que l'oxyde de manganèse, bon ben, je me suis posé la question, est-ce que je vais mettre ça en bouche? Et je me suis renseigné, notamment au centre antipoison de Paris, et là on m'a tout de suite déconseillé d'avaler ou même de mettre ces substances dans la bouche, parce que c'était extrêmement toxique, extrêmement dangereux. Parce que l'oxyde de manganèse peut provoquer une sorte de folie manganique, une sorte de même que les spécialistes appellent le Parkinson manganique, qui est une altération du système nerveux avec des phénomènes hallucinatoires, des comportements très bizarres et beaucoup d'hallucinations. Bon. Alors maintenant on va faire les traits d'encolure. Dans certains cas, il est possible que cet oxyde de manganèse a pu être utilisé un petit peu comme une drogue par certains artistes chamans pour faciliter la transe, c'est-à-dire entrer dans cet état de conscience altérée qui permet le voyage chamanique et la communication avec les esprits. Enfin, c'est une explication, semble-t-il. Une parmi d'autres, peut-être, mais bon. Voilà. Cette peinture au soufflet, c'est au fond une projection de soi-même sur la paroi, en quelque sorte. On a l'impression de se vider, en quelque sorte, pour se transformer, se projeter sur la paroi et devenir le cheval, puisqu'il n'y a aucun intermédiaire entre le créateur et son œuvre. Là, c'est direct, et évidemment, c'est par le souffle, c'est-à-dire la partie la plus profonde de son être, que l'on se projette sur la paroi. Donc cette technique est certainement symbolique. La caverne elle-même est le ventre de la Terre. C'est une plongée dans l'au-delà, dans l'univers souterrain, et dans le lieu où se forment les créatures, évidemment. C'est-à-dire que toutes les formes de la caverne sont significatives, sont chargées de sens, bien sûr. Et le peintre vient là pour entrer en communication avec ces esprits qui sont dans la roche, qui vivent dans la roche. Et ce petit bison, il plonge. C'est un bison que l'on pourrait qualifier de tombant, mais je crois que ce n'est pas la véritable interprétation, la véritable lecture. C'est que c'est un bison tout simplement qui intègre une forme de la paroi, un volume, un rebord rocheux, donc qui suit la directive de ce rebord, tout simplement parce qu'il préexiste. Il est là avant même que l'artiste n'arrive et le révèle par son acte graphique. La plupart du temps, d'ailleurs, ces figures qui ont des positions anormales, qui ne sont pas horizontales, suivent des directives du support rocheux, en fait. C'est la caverne qui commande, d'une certaine façon. Ce sont des ponctuations digitales qui sont faites avec l'extrémité des doigts. Comme on les voit dans beaucoup de grottes, et notamment dans la grotte de Cougnac. Dans la grotte de Cougnac, justement,
les datations au carbone 14 ont montré qu'il y avait un écart de 10 millénaires entre les figurations animales et certaines ponctuations qui les entourent ou qui sont superposées. Parce que tout simplement la grotte a servi au cours des millénaires aux générations successives qui n'avaient pas forcément la même mythologie, les mêmes religions. Et lorsque des groupes, après des intervalles quelquefois de 3 ou 4 millénaires, ont pénétré dans la grotte et ont découvert les peintures, eh bien ces peintures ont été probablement considérées comme l'œuvre des esprits. Hein. Et donc la grotte, par le fait même de la présence des peintures, était un lieu sacré. Et ce geste de toucher une paroi sainte, on le retrouve dans tous les sanctuaires du monde entier. Ah, ici, voilà, il y a un bison ici. Son dos se profile, là. Nous allons dessiner un bison. On ne retrouvera pas la signification de ces peintures, simplement par l'expérimentation. Mais enfin, on peut avoir quand même des idées sur la signification même. On se rend compte, par exemple, que, grâce à l'expérimentation, que le but de ces peintures n'était pas simplement d'obtenir une image pariétale. Que souvent, l'image est une simple trace, peut-être, d'un processus qui avait plus d'importance que le résultat. Et ça, on le mesure en l'éprouvant soi-même, en peignant. Semble-t-il, l'acte de peindre était plus important que la peinture elle-même, que l'image qui reste sur la roche. Il faudra le laisser s'estomper. Au fond, il a besoin de quelques millénaires pour paraître encore plus vrai ou vraisemblable. Il est un peu trop jeune. Mais ça viendra.